Merci, cher ami. Nutritionniste, je ne pense pas. Rhumatologue, peut-être. Alors, merci pour les rhumatologues privés de Rabat de m'avoir invité. Merci particulièrement à mon ami Abdullah. J'avais déjà parlé de ce sujet en 2018, où j'ai parlé de la macronutrition, de la micronutrition, du métabolisme de base, des causes et des conséquences de l'obésité. Je ne vais pas refaire tout ça. Et je vais aller directement pour répondre à la question. Alors le poids, c'est l'équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on brûle. Et donc, quand on grossit, c'est soit ce qu'on a trop mangé ou très peu bougé, ou généralement les deux. Et la perte de poids va passer systématiquement par un déficit énergétique, mais pas que. Pourquoi? Parce que le comportement alimentaire et l'activité physique sont régis par d'autres facteurs externes, les facteurs socio-culturels, biomédicamenteux, psychologiques essentiellement. Le métabolisme de base varie en fonction de l'âge, du sexe, de la génétique. On ne réagit pas de la même manière, notre corps ne réagit pas de la même manière face aux aliments. Et puis nous avons également les facteurs hormonaux qui peuvent influencer d'une manière très importante le métabolisme et qui peuvent expliquer parfois des prises de poids ou l'absence justement de perte de poids. Sur le plan physiopathologique, très rapidement, l'appétit et le métabolisme sont réglés par les facteurs neurologiques et hormonaux, et surtout au niveau du centre hypothalamique, de la satiété et de la faim. Les adipocytes, c'est au fait, ils vont stocker la graisse qu'on consomme d'une manière importante, et ils peuvent s'hypertrophier jusqu'à 40 fois leur volume. Et ils sont équipés avec deux récepteurs, le récepteur alpha et le récepteur bêta. Les uns sont faits pour le stockage et les autres pour le déstockage. Et le rapport entre le stockage et le déstockage va déterminer la prise de poids par l'augmentation des adipocytes. Et quand on consomme des sucres, il y a une élévation de la glycémie, élévation de l'insuline, et on va voir que cette insuline, en tout cas d'une manière très, très importante, elle agit sur la prise de poids puisqu'elle va stocker les graisses. Et on va voir que beaucoup de régimes sont à base de l'arrêt de la sécrétion d'insuline, ou en tout cas de réguler cette sécrétion d'insuline. Et donc je vais aller directement au but pour parler comment on peut perdre du poids. 4 manières pour perdre du poids: les régimes, l'activité physique, les médicaments, enfin, je vais en dire un mot, et je ne vais pas parler de chirurgie puisqu'on n'a pas assez de temps pour en parler. Alors, je vais parler des différents régimes et surtout des plus célèbres: l'hypocalorique, l'hypoglycémique, le keto, le jeûne intermittent, l'hyperprotidique. Je ne parlerai pas des régimes dissociés, des régimes exotiques parce qu'il n'y a pas assez d'évidence-based medicine. Alors, je vais commencer par l'hypocalorique. Comme son nom l'indique, on va diminuer la quantité d'aliments qu'on mange et donc on va diminuer les calories. On sait qu'une ration normale varie entre 2000 et 2500 calories, et donc on va se fixer un objectif avec le patient en fonction de ce qu'on veut, en fonction de la perte de poids qu'on voudrait. Il y a plusieurs points à connaître par rapport à l'hypocalorique. On a tendance, quand on nous dit par exemple on va se fixer 1200 calories pour un patient, on sait que la densité calorique des gras est plus importante que les glucides. C'est 9 calories versus 4. Et donc, quand on dit 1200 calories, on a plus tendance à diminuer le gras et à manger plus de sucre parce que ça va nous économiser des calories. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un régime hypocalorique qui est riche en glucides? Hypocalorique veut dire que le corps va réagir. Il va diminuer le métabolisme de base, on va avoir une fatigue, une augmentation de la faim, et il va stocker la graisse. Riche en glucides, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'insuline, et donc l'augmentation de l'insuline, je vais stocker la graisse. Et en fait, si je fais un hypocalorique qui est riche en glucides, je vais me retrouver au contraire à prendre du poids plutôt que d'en perdre. Donc attention, l'hypocalorique, ce n'est pas un régime riche en glucides, on doit absolument faire la répartition, respecter la répartition. Vous savez, les glucides entre 50 et 55%, les lipides entre 30 et 35%, et puis vous avez les protéines. Deuxième chose importante, il faudrait mesurer les calories. Si je dis 1200 calories, il faudrait pouvoir les mesurer. Il y a plusieurs applications.
Je ne fais pas la publicité à MyFitnessPal, mais c'est une application que tout le monde utilise, qui est très facile. Vous faites rentrer l'aliment que vous mangez, le poids, et ça vous donne le nombre de calories. Il y a même des aliments spécifiquement marocains que vous trouvez dans l'application avec l'intelligence artificielle. Chaque fois que quelqu'un fait rentrer des aliments, il le garde. Deux, il faut mesurer la quantité. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut sous-estimer la quantité de ce qu'on mange. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de mesurer, mais 100 grammes, c'est très peu. Ça va vite. Donc, il faudrait d'abord, au début du régime, que le patient ait un pèse-aliment. Et puis après, avec l'habitude, par exemple, ici, on dit que les rations protéiques, c'est la paume de la main, les féculents, c'est ça, les lipides, c'est juste le bout du doigt. Et voilà à quoi correspond 100 grammes. 100 grammes, c'est le petit bout de la baguette, au début. Les mandarines, c'est même pas une mandarine et demie de 100 grammes. Et vous voyez, ça fait même pas une cuillère et demie de riz qui est 100 grammes. À quoi correspond 200 calories? Alors, 200 calories, c'est 500 grammes de brocoli ou de carottes, mais c'est aussi le 20 grammes de beurre et c'est aussi la moitié d'un biscuit. Donc, attention, il ne suffit pas juste de prendre des calories, il faudrait que l'estomac soit rempli. Là, c'est aussi un exemple de 500 calories. Vous voyez, si je peux prendre 500 calories de fromage et je peux prendre 500 calories de fruits et de légumes, qu'est-ce qui arrive quand je prends des fruits et des légumes, je ne peux plus rien manger, alors que quand je prends que du fromage, c'est toujours les mêmes 500 calories, sauf que j'ai 2/3 de mon estomac qui est encore vide, et donc j'ai besoin de manger, j'aurai faim. Finalement, la dernière aussi, le dernier point important, c'est les aliments vides et les calories pleines et les calories vides. Toujours 1200 calories, je peux l'avoir en mangeant des fruits, des légumes, du poisson, comme je peux prendre en 1200 calories en McDo, frites et un coca, et j'ai déjà pris mes 1200 calories. Donc, attention, le régime hypocalorique, il doit absolument respecter une variété alimentaire, on doit éviter les calories vides, et il faut éviter d'avoir faim, sinon le régime ne marche pas. Deuxième type de régime, ce sont les régimes qui sont très à la mode actuellement. Ce sont les régimes pauvres en glucides, les régimes index glycémique et le cétogène. Le principe, c'est diminuer les glucides d'une manière importante. Ça, c'est le principe de base, avec une variation du taux de glucides en fonction du type de régime. Par exemple, dans le low carb, c'est 60 à 130 grammes de glucides, et pour le cétogène, c'est 50 grammes. Alors pourquoi 50 grammes? C'est pour éviter presque l'apport du glucide, comme ça le corps va se mettre, il y a la cétogénèse, et donc le corps va déstocker la graisse pour l'utiliser comme énergie. Il y a aussi l'index glycémique, le régime index glycémique, il est plutôt facile à utiliser. L'index glycémique pour un aliment, c'est quoi? C'est sa capacité à élever l'insuline. Et donc, en fait, dans ce régime, il y a 3 types d'aliments. Il y a les aliments verts, c'est-à-dire à index glycémique bas, qu'on peut manger à volonté, comme le quinoa, par exemple, et le riz complet. Il y a l'index glycémique moyen qui élève un peu plus la glycémie qu'on doit manger d'une manière modérée. Et vous avez l'index glycémique élevé, supérieur à 70, il faudrait absolument les éviter. Et si vous voyez, j'ai mis exprès les dates, parce que on mange beaucoup de dattes et je ne dirais pas qu'il ne faut pas les manger, mais ça augmente d'une manière très très importante l'insuline et donc le stockage de graisse. Donc ce régime est plutôt facile à utiliser puisqu'il y a une grande variété d'aliments, puisqu'il n'y a pas de faim, mais la perte de poids se fait d'une manière très progressive, ce qui est bien d'ailleurs. Le régime keto, 75% de gras, 5% seulement de sucre et 20% de protéines. C'est pour justement la cétogénèse. Alors, que montrent les études? Je vous ai présenté ici 2 méta-analyses. La première qui qui inclut beaucoup d'essais cliniques assez hétérogènes, avec un suivi qui va de 3 mois à 2 ans, et vous voyez que le carb
Ici, c'est vraiment un faible apport en carbone de moins de 20 grammes. Alors, cette étude montre que le régime keto permet de diminuer le poids jusqu'à moins 5 kg, diminuer le tour de taille de moins 2,3 cm, ainsi que les paramètres lipidiques. Et justement, les malades, quand on leur parle de régime keto, ils ont surtout peur quand ils mangent beaucoup de lipides, ils ont peur d'une augmentation des paramètres lipidiques. Or, il faut bien évidemment prendre des bons lipides. Et les méta-analyses montrent que le régime keto diminue plutôt les paramètres lipidiques. Deuxième méta-analyse qui a été faite par des experts européens. À partir de cette méta-analyse, ils ont émis des recommandations par rapport à un régime keto, mais qui a 3 phases. La première phase, hypocalorique et keto, très hypocalorique, puisque c'est entre 600 et 800 calories. Puis la deuxième phase, entre 1000 et 1200, entre 1200 et 1500. Et puis la troisième phase, une alimentation avec des calories supérieures à 1500, avec une introduction très progressive de glucides. Alors, cette méta-analyse, avec un suivi de 24 mois, montre également qu'il y a une diminution du poids, une diminution du périmètre ombilical et également une amélioration des paramètres lipidiques et de l'insulinorésistance. Donc, après cette méta-analyse, elle a été publiée en 2021, ces experts recommandent plutôt le régime keto chez les patients qui sont obèses. Quel effet secondaire ? Avec la cétogénèse, on a une déshydratation importante, donc il faut boire beaucoup d'eau, et d'ailleurs boire de l'eau avec tous les régimes. On peut avoir des maux de tête, des crampes, de la fatigue, et puis une haleine fétide. Deuxième problème avec le régime keto, c'est l'adhérence. Prendre que des lipides pendant un certain temps, pendant 1 mois, 2 mois, à partir de 2 mois, le plus courageux va arrêter au bout de 2 mois parce que le fait de ne pas prendre des fruits, le fait de ne pas prendre un petit bout de pain, c'est vraiment frustrant et donc ce n'est pas un régime qu'on peut prendre en tout cas à long terme. Le fameux jeûne intermittent, tous les patients qui viennent me voir me parlent de jeûne intermittent, vous le connaissez, soit le 16-8, c'est-à-dire que je jeûne pendant 16 heures et j'arrête pendant 8 heures. Alors, ce n'est pas le jeûne du ramadan puisque les boissons 0%, c'est-à-dire l'eau, les tisanes et tout sont permises pendant les 16 heures. Pendant les 8 heures, on mange, mais on ne mange pas, là aussi, on ne revient pas à nos habitudes malheureuse du ramadan où après un jeûne important on se met à manger que du sucre. Ici le but c'est de manger safe, c'est de manger un régime méditerranéen pendant les 8 heures et donc la quantité des aliments va baisser. Il y a aussi le jeûne alterné, c'est-à-dire 1 jour sur 2, et il y a le 5-2, c'est-à-dire on jeûne 5 jours et on mange 2 jours. Là aussi, méta-analyse qui va comparer le régime hypocalorique et le jeûne intermittent et qui montre que ça soit avec l'hypocalorique ou avec le jeûne intermittent, on obtient les mêmes résultats, c'est-à-dire une perte de poids. Et quand on parle des différents types de jeûne intermittent, on trouve dans cette méta-analyse que les jeûnes alternés 1 jour sur 2 donnent mieux que le 16-8. C'est-à-dire jeûner 1 jour et manger le lendemain était mieux que de jeûner 16 heures et de manger pendant 8 heures. L'hyperprotidique qui était vraiment très célèbre dans les années 2000 et je dirais les moins jeunes d'entre nous ont déjà essayé ce régime. Vous vous rappelez du Dukan avec les 3 phases. La phase hyperprotéinique où on ne mange que des protéines. La deuxième phase où on introduit les légumes. Et la troisième phase on introduit les fruits. C'est un régime qui permet... Le mécanisme, c'est quoi? C'est je ne prends que des protéines et pour métaboliser ces protéines, j'ai besoin d'énergie, donc je suis obligée de déstocker de la graisse. Ça donne des résultats extraordinaires, donc avec une perte de poids très très importante, surtout au début. Moi, je l'aimais bien au début parce que ça permettait, vous savez que si vous avez un patient qui a un surpoids très important, il fait un effort important, une volonté, et puis il perd 1 kilo sur 2 mois. Vous le perdez au bout de 3 mois. Le Dukan, enfin le régime hyperprotidique, au début permet au moins la baisse de 7-10 kilos
en un mois, et le 7-10 kilos après, on peut passer après à une alimentation saine. C'est-à-dire que donner un peu d'espoir à ce patient pour pouvoir continuer une alimentation normale. Alors là aussi, les méta-analyses montrent vraiment d'une manière assez spectaculaire que ce régime marche, en tout cas cette méta-analyse avec un suivi de 3 à 6 mois. Les effets secondaires à long terme, c'est les carences nutritionnelles et le manque en fibres. Beaucoup de patients l'arrêtent du fait de la constipation très importante. Il faut là aussi boire beaucoup d'eau. Et puis, le fait de manger des protéines animales augmente le risque cardiovasculaire et le risque rénal. Et donc, en fait, on a vu que tous ces régimes marchent. Lequel choisir? Alors, plusieurs méta-analyses, là aussi, font la comparaison entre les différents régimes. Et la première, ici, montre que c'est le low carb et le low fat, c'est-à-dire moins de graisse et moins de sucre. On peut aller jusqu'à 8 kilos en un an. Et donc, ce sont des régimes qui marchent bien. Une deuxième méta-analyse qui montre que le low carb ici et l'hypocalorique donnent de très bons résultats. Dans les deux méta-analyses, il n'y avait pas la comparaison avec l'hyperprotéique. Il y avait surtout les hypocaloriques, le low carb et les régimes dissociés. Et donc, finalement, en fait, tous les régimes marchent. Chaque fois qu'on donne un régime avec un peu de volonté, on arrive à faire perdre du poids aux patients. Le problème, c'est ne pas perdre du poids. Le problème, c'est le maintenir cette perte de poids. Or, les études montrent que seuls 5% des patients arrivent à maintenir la perte de poids au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui fait que les régimes ne marchent pas? C'est psychologique. Au fait, quand on fait un régime, l'organisme va se défendre, il va stocker la graisse, il va augmenter les hormones de la faim, on va être fatigué, on est frustré, on arrête le régime. Quand on arrête le régime, on reprend une alimentation qui ressemble à la première, normale, mais en fait, avec cette alimentation normale, notre métabolisme de base est bas. Et donc, on reprend du poids plus important que celui qu'on avait au début. Et c'est un cercle vicieux. On reprend le régime et donc on n'arrive pas à s'en sortir. Je ne parlerai pas devant Jean de microbiote intestinal, mais il y a beaucoup de papiers sur le rôle du microbiote intestinal dans l'obésité et dans la reprise du poids. Donc il faudrait vraiment un topo à part pour parler de microbiote et d'obésité. Qu'est-ce qui arrive aux adipocytes? Alors là, j'ai fait un schéma par rapport aux adipocytes d'un sujet de poids de référence. Quand il grossit, on a une hypertrophie de ces adipocytes jusqu'à 40 fois leur taille. Et puis quand il grossit encore, il y aura une hyperplasie, donc on aura une multiplication des adipocytes, et quand il va maigrir, en fait, il va garder cette multiplication des adipocytes. Et donc après cela, quand il va regrossir, ça sera les 5 adipocytes hypertrophiés, et donc un poids beaucoup plus important. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait maintenir? Alors, la plupart des méta-analyses parlent surtout de la prise en charge psychocomportementale des patients. Plus de 60% des patients qui ont un suivi avec un entretien motivationnel arrivent à maintenir la perte de poids s'ils sont bien suivis par leur médecin. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'activité physique. L'activité physique, on est bien d'accord, ce n'est pas le sport, c'est toute activité qui nous fait perdre des calories. Activité physique et force musculaire, on a deux types de fibres musculaires. Les fibres de type 1 qui sont activées lors de l'activité physique d'endurance et les fibres de type 2 pour l'activité physique de résistance. L'activité physique d'endurance, c'est l'activité prolongée aérobie, c'est-à-dire marche, vélo, natation, jardinage, etc. Elle va mobiliser les fibres de type 1. Elle est peu puissante mais peu fatigable et résiste bien au vieillissement. Alors que l'activité physique de résistance, donc la musculation ou les activités brèves telles que la marche rapide, la course, le tennis, elles mettent en jeu les fibres musculaires de type 2. Elles sont puissantes et fatigables, elles résistent mal au vieillissement et leur atrophie est responsable de la perte musculaire due à l'âge, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être réversible avec l'entraînement.
qu'est-ce qu'on doit faire comme activité physique? Qu'est-ce qu'on doit mobiliser, la résistance ou l'endurance pour perdre du poids? Alors ici, vous voyez, avec l'endurance, on va perdre du poids. Mais on va perdre de la masse grasse, mais on va perdre également de la masse maigre. Alors que si je fais de la résistance, donc la musculation, je perds de la masse grasse, je gagne de la masse musculaire, et peut-être qu'il n'y aura pas du tout de changement sur le plan poids. Donc je ne m'attends pas à voir un changement sur la balance, mais surtout sur le tour de taille. Alors, là aussi, deux méta-analyses qui vont comparer les types d'activités physiques ou de sport qui vont pour la diminution, pour la perte du poids. Les deux méta-analyses comparent à peu près la même chose, donc je vais vous résumer. C'est 6 activités, endurance haute intensité, endurance faible intensité, résistance forte intensité, faible intensité, et puis les combinés. Et ils ont évalué, ils ont pris comme critère d'évaluation la perte de poids, le tour de taille, les paramètres lipidiques et la masse musculaire. Et en fait, son grande surprise, c'est la combinaison endurance et résistance, grande intensité, qui est supérieure aux autres, aussi bien pour la perte de poids, le BMI, le tour de taille, et puis la prise de poids. Donc, viennent après la résistance moyenne, et après les activités plutôt d'endurance, la force musculaire, enfin la résistance vient en dernier pour la perte de poids. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on a dit qu'on perd du gras mais on gagne du muscle et donc on ne la voit pas sur la balance. Troisième méta-analyse, ils ont rajouté un autre bras qui est régime. Et là aussi, entraînement de résistance avec un régime permet de perdre 3,8% de masse grasse et jusqu'à moins 5,3 kg. La résistance et l'endurance font mieux que la résistance seule, moins 2,3% versus moins 1,6%. Et seule la résistance permet de gagner en masse musculaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est recommandé? Les deux, activité d'endurance et l'activité de résistance. Et toutes les recommandations nous disent qu'une activité régulière, mais 7 jours sur 7, parce qu'on a l'habitude de faire que 3 et on est très content, 3 jours sur 7. Ici, il faudrait une activité physique régulière et puis augmenter les activités de la vie quotidienne. Un mot par rapport aux activités aérobies, plus de 30 minutes, 7 jours sur 7. Intensité modérée à dynamique. Que veut dire modérée à dynamique? Sur une échelle simple, c'est quelqu'un qui est incapable d'aligner 3 mots en marchant. Donc c'est la marche 5 km/h. Et surtout, pour nos patients, surtout les patients âgés, enfin tout le monde, il faut un échauffement et une récupération active. Attention aux tendons, sinon on aura des problèmes tendineux et des ruptures tendineuses. Comment prescrire l'activité physique? Il faut vraiment expliquer aux patients à quoi ça sert, ce qu'il va obtenir, et puis il faudrait chiffrer. Chaque fois qu'on peut avoir une mesure, il faudrait la faire. Tout le monde a un podomètre, aussi bien sur son smartphone que sur sa montre, ça ne coûte rien du tout. Il faudrait mesurer pour pouvoir voir la progression, ça permet d'être motivé. Et puis, bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il faudrait encourager toutes les activités, au lieu de monter, il faudrait monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, le vélo, diminuer le temps de télévision, etc. Alors, j'ai 2 slides que j'aime beaucoup. La première, ici, vous voyez, c'est la dépense calorique en fonction de l'activité physique. Et vous voyez qu'en haut, vraiment, c'est-à-dire mieux que la natation, mieux que la course, vous avez monté les escaliers. Ça, c'est par heure. Monter les escaliers, 1100 calories. Bon, on ne va pas monter pendant 1 heure, sinon on va avoir une crise cardiaque. Mais 1100 calories, c'est quand même beaucoup. Donc, utilisez les escaliers tant qu'on peut le faire. Faire attention, bien sûr, aux genoux, aux gonarthrosiques. Et puis, la deuxième slide, là aussi, c'est un travail qui est très intéressant. C'est une étude qui a été faite en 2002 et qui a montré que avant qu'on ait des portables et de la télécommande, ils ont mesuré qu'on faisait 20 fois 20 mètres pour aller changer la chaîne, pour aller répondre au téléphone. Et depuis qu'on a ça, en fait, on a perdu
400 mètres par jour, qui fait 25 heures de marche par an, qui fait 2800 à 6000 calories, qui va faire 400 à 800 grammes par an qu'on prend depuis qu'on a des portables et depuis qu'on a la télécommande. Donc, enlever les piles de la télécommande et aller changer les chaînes, ça, on va gagner quand même 800, moins 800. Je vais le bouton. Alors, un mot sur le traitement. Il n'y a pas vraiment de traitement qui marche. Vous connaissez tous le Xenical, enfin, l'orlistat qui était... qui est toujours un inhibiteur de lipase gastro-intestinale. Il agit en bloquant l'absorption digestive. Beaucoup d'effets secondaires, les patients ne le tolèrent pas puisqu'on peut avoir des selles huileuses et des pertes au niveau de l'anus. Il est utilisé chez les personnes obèses avec un IMC supérieur à 30 ou un surpoids important. Et puis, celui dont on a parlé il y a à peu près 5 ou 6 ans, qui a fait aussi beaucoup de bruit, c'est l'iraglutide. C'est un traitement pour le diabète de type 2. Et on ne sait pas comment il marche sur l'obésité. Les patients arrivent à perdre du poids d'une manière importante. Il agirait sur les récepteurs de la faim en diminuant la sensation de faim. Vous voyez dans cette étude, l'exercice et régime, c'est moins 4 kg. Si le traitement seul, c'est moins 6,8. Et si j'associais et le traitement et le régime, j'arrive jusqu'à 10 kg, ce qui est quand même assez spectaculaire. Le problème des effets secondaires très importants, nausées, vomissements, pancréatite grave, lithiase biliaire, hypoglycémie, etc. Et donc, c'est vraiment un traitement qui est gardé pour des patients qui sont en surpoids et une morbidité importante. Donc, pour répondre à la question en conclusion, est-ce qu'on arrive à faire maigrir les patients? La réponse est oui. Il est vrai qu'il n'y a pas de potion magique et il n'y a pas de comment perdre du poids sans effort en 11 astuces, ça n'existe pas. Il faut beaucoup de volonté. Il faut revenir à l'équilibre alimentaire, ce qui n'est pas toujours très simple. Notre alimentation, je n'ai pas parlé du régime méditerranéen, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que respecter ou suivre un régime méditerranéen permet également de perdre du poids mais d'une manière très lente. Il faut beaucoup de courage de la part du patient, mais aussi de son médecin qui le suit. C'est pas évident d'être un nutritionniste, je ne sais pas comment ils font. Je pense aussi que la prise en charge psychologique et un suivi rapproché doit être de mise parce que sans la prise en charge psychologique, on n'arrive pas à maintenir la perte de poids. Et enfin, je voulais juste dire qu'en tant que rhumato, on pourrait aider des patients qui ont un surpoids moyen, je dirais. Mais je ne pense pas qu'on pourrait prendre en charge des patients qui sont obèses. Ça demande une expertise particulière, donc il vaut mieux les envoyer chez des experts, des nutritionnistes par rapport à ça. Moi, j'arrive à faire 5, s'il a 5 kilos, je peux le prendre, plus que 5 kilos de plus, je préfère l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.